Salut et bienvenue sur Maman se rebelle. Ce n'est pas l'unique podcast qui parle des mamans, mais c'est le seul avec moi. Je m'appelle Anaïs, je suis maman solo de 2 enfants, sorcière à mes heures perdues, entrepreneur et surtout rebelle. Que vous soyez mère au foyer, maman active avec un enfant ou 5 enfants, que vous ne soyez pas encore maman, mais que vous vous intéressez par le fait de casser les préjugés sur la maternité, sur la parentalité avec une pointe de féminisme, eh bien vous êtes au bon endroit. Cet épisode de podcast, il va être un peu différent parce que j'ai voulu créer des conversations sur l'un des plus gros sujets qui me passionne, à savoir, puis ça je pense que vous êtes un peu au courant, à savoir la cause de la mère. Cette mère qui est courageuse, qui est intrépide et qui se révèle petit à petit au gré de sa maternité dans son rôle de maman. Et pour ne plus faire qu'un seul avec ce rôle, en oubliant bien souvent ses autres facettes. Donc, je parle souvent de ce sujet-là avec les mêmes personnes. Ce sont des personnes de mon entourage, des amis, dans des groupes de parole. Voilà, c'est souvent les mêmes personnes, que ce soit sur WhatsApp, par vocaux interposés, par téléphone, par café. Enfin bref, toutes sortes de supports. Et souvent, il m'arrive d'avoir envie de vous proposer ça en écoute sur ce podcast. Alors cette semaine, j'ai envoyé une newsletter sur comment j'ai mis du féminisme en cette période de rentrée. Moi, j'adore cette période parce qu'en général, j'ai plein d'énergie, outre que ce soit mon anniversaire et celui de ma fille, donc c'est plutôt signe de fête. Et c'est un moment que j'aime beaucoup pour faire le point sur mes projets, ceux auxquels je dis non pour laisser de la place, et les fameuses bonnes résolutions. On s'évertue à vouloir démarrer en janvier, là où la sève rentre dans les arbres se cacher et nous pousse littéralement au repli. Donc moi, j'ai décidé de les balancer maintenant, ces bonnes résolutions, et dans ces bonnes résolutions, il y a celui de faire évoluer ce podcast. Donc j'ai bien envie de continuer à faire, à vous faire écouter des monologues sur des sujets que j'aurais préparés, mais j'ai aussi envie de vous faire découvrir ces personnes qui, moi, me font évoluer dans ma réflexion. L'une de ces personnes, c'est Stéphanie. Donc, Stéphanie, c'est une nana que j'ai rencontrée à la fac de droit et il y a très très longtemps d'ailleurs. Et Stéphanie, elle a réagi à ma newsletter. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire pour la prochaine newsletter, il suffit d'aller sur mamanserebelle.com/contact. Je referme cette parenthèse. Donc j'ai décidé d'inviter Stéphanie dans ce podcast et je vous prie de m'excuser par avance parce que quand j'ai fait l'enregistrement, j'ai pas enregistré avec mon micro tip top. Je me suis enregistrée avec le micro de la webcam. Donc ça fait un son pas terrible. Donc Stéphanie, on l'entend très bien et moi, ça crée un énorme décalage. Enfin bref, je vous le mets quand même parce que la discussion est intéressante et je préfère ça que la jeter à la poubelle. Donc je m'excuse par avance et je souhaite la bienvenue à Stéphanie. Merci d'être avec nous, Stéphanie. Bonjour et ben merci de m'avoir invitée et effectivement, c'est vrai qu'à chaque fois que je lis tes newsletters, ça m'inspire toujours et j'ai toujours un, «Et justement» et donc voilà, donc je suis bien contente qu'on puisse en échanger. Et on a commencé cet échange sur le thème de Clément. Clément, c'est le compagnon de Stéphanie et le père de ses enfants. Et donc à chaque fois qu'elle lui parle de féminisme ou qu'elle lui montre un livre sur le féminisme, il a les cheveux qui se dressent tout droit sur la tête. Donc voilà, c'est un sujet intéressant pour commencer. Et moi, j'aimerais bien poser la question sur Clément, en fait. Je sais pas si tu crois qu'il va être... Ah non, mais ça le rend ouf, tu sais? C'est, mais ouais, tu vois, c'est ça, c'est il y a vraiment un mécanisme de, à chaque fois, il me dit: «Ouais, puis tu m'énerves parce qu'en fait, à chaque fois, tu vas me faire passer pour un gros réac et tout, alors que tu sais très bien que je pense pas comme ça», et donc voilà. Non, c'est compliqué, mais parce que ouais, voilà, je me rends compte qu'avec les hommes, ils sont dans une, ouais, dans une position de enfin, exactement ce que disait, la nana là, ce que tu m'as envoyé sur le, «Oui, mais pas moi»
Et le besoin, en fait, du coup, je lui en ai parlé, je lui en ai juste parlé, et je lui ai fait le côté, je veux sauver mon cul. Il fait, mais non, mais c'est pas du tout ça. Je lui fais, bah, moi, je sais qu'en tant que, par exemple, que valide ou que blanche, c'est vrai qu'à un moment, je vais avoir envie de me défendre, de dire, oui, mais c'est pas moi du tout. Et Mmh. qu'en fait, c'est pas la question qui t'est posée. C'est, voilà, c'était toi. Et oui, voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui sont dans les mouvements féministes et il y en avait un, je sais pas si tu connais, enfin, je pense que si, mais Docteur Capote. Non. Attends, comment il s'appelle? Si, je crois que c'est Capote. Bah, il intervient dans Cosette. Et alors, je lis pas Cosette, mais du coup, il est hyper intéressant. Et dans un blog, il parlait et en fait, il disait, mais j'ai appris à me taire parce qu'en fait, il se trouve qu'en tant qu'homme, dans des mouvements féministes, quand on parle, eh ben, on est quand même plus écouté et on se met à devenir porte-parole. Donc, Ouais. j'ai appris à être en retrait. Et je me dis, pareil, il y a un côté dans le côté couleur de peau. Si t'es blanc, on va dire, si t'es noir, on va dire, pff, allez, t'es là, arrête de te plaindre, etc. Alors que si t'es blanc, on va dire, bon, bah, toi, t'es capable d'être raisonnable. Ouais. Donc, il y a ce côté où, bah, oui, il faut être en retrait, il faut accepter que peut-être la parole des gens dans la position dominée, là, à ce moment-là, est valable, quoi. Bref. Ouais, mais là où moi je m'interroge, c'est pourquoi, Mhm. par exemple, Clément, il s'offusque en fait? Enfin, moi, quand tu m'en parles, je ressens j'ai l'impression qu'il est en colère parce que tu lui reproches quelque chose, alors qu'en fait, tu lui reproches rien. C'est juste, Exactement, c'est ouais. comme, tu vois, je disais dans ma newsletter que féminisme, c'était pas un gros mot et Mhm. que tu peux pas être contre en fait, parce que, enfin, tu peux pas ne pas être pour, parce que si tu es pas pour, tu es contre, et si tu es rien, et bah, tu es contre aussi. Eh ben, si tu veux, je pourrais développer sur cette là-dessus. Bah, vas-y, de toute façon, là, Parce que, on est parti. allez, eh ben, en fait, là, moi, dans mon boulot, j'ai une mission RSE, donc responsabilité sociétale environnementale. Et en fait, je parlais avec des collègues et d'un seul coup, elles en viennent à se moquer des écolos. Donc, elles m'assimilent à une écolo et tout ça. Et en fait, j'ai réalisé, après, dans C'est le, un dans le gros sujet. mot. Ouais, c'est ça, c'était un gros mot. Et dans la suite de la conversation, à un moment, j'explique que, bon, de toute façon, les personnes dirigeantes dans mon entreprise sont plutôt climato-sceptiques. Et là-dessus, elles ont été outrées et elles ont commencé à dire, non mais attends, ça va pas, bien sûr que oui, il y a un dérèglement. Euh, quand il neige en avril et pas en hiver, tu te rends bien compte qu'il y a un problème. Et là, en fait, j'ai percuté parce que je me suis posé la question du féminisme et je me suis dit, tu vois, dans le féminisme, les gens qui vont dire, qui vont critiquer le féministe vont nier ça en fait et vont dire mais il n'y a pas de problème, regarde, les femmes elles peuvent travailler, regarde il y a des ministres, regarde il y a des députés, vous travaillez toutes, voilà. Et donc voilà, ils vont nier le problème. C'est pour ça ça m'a étonnée au niveau de l'écologie parce que je me suis dit elles nient pas qu'il y a un problème, mais elles n'aiment pas la solution. Or, en fait, j'ai l'impression que dans le racisme, les inégalités entre hommes, femmes, etc., ceux qui contestent, enfin, ceux qui sont pas féministes vont contester qu'il y a une inégalité. Ouais, mais après, quand tu sais qu'il y a un problème pour le droit des femmes et que du coup, tu dis: «Ouais, mais moi, vu que je le fais pas», Mhm. je sais plus, dans l'exemple que je t'avais envoyé, elle prend l'exemple du viol aussi. C'est genre: «Moi, je suis pas un violeur, donc du Ouais. coup, moi, je suis pas concernée». Mais si ton voisin, c'est un violeur, tu fais quoi, en fait? Ouais, moi, dans ces cas-là, c'est ça, j'ai effectivement l'impression que c'est tu nous mets tous dans le même panier. Ouais, mais ça serait intéressant de lui poser, la question, tu Ah vois? bah, il me répond ça. Ouais, ouais. Et non, vraiment, c'est sa réponse, c'est on n'est pas tous. Et je Non, te mais c'est disais, pas parce que, c'était. on n'est pas tous qu'il faut rien faire. Ah oui, alors après, moi, c'est ça. Je pense que son rôle, c'est aussi en tant qu'homme vis-à-vis de son fils, Oui, notamment. bah, ouais, mais bien Et ouais, ouais, bien sûr, ouais, éduquer ouais. vos fils, éduquer, vos Ouais. copains, éduquer, votre famille, Mm, éduquer les hommes quand on entend je sais pas, une remarque, sexiste, c'est prendre parti, en fait, c'est prendre position. Je sais ouais, plus, tout à fait. l'autre jour, bah, je parlais d'anatomie avec quelqu'un et la personne me dit: «Mais c'est quoi pour toi une belle poitrine?» Et je dis: «Mais il y a pas de belle poitrine, en fait, c'est une belle poitrine par rapport à quoi? Par rapport à qui?» Enfin, c'est par Mm, rapport aux standards que la société nous met, en fait? C'est par rapport aux images que je vois ou c'est par rapport à mes goûts à moi? C'est q ça veut dire quoi, mm, en fait? Et en fait, j'ai dit que je voulais pas répondre à la question parce que je voulais pas alimenter,
alimenter, le fait que, bah, ça, c'est une belle poitrine ou ça, c'est pas une belle poitrine, en fait. Bah là, ouais, du coup, je me dis, c'est ça, c'est la question du beau, quoi. Après, à la limite, tu pouvais partir là-dedans sur, tiens, qu'est-ce que le beau? Mais ouais, je comprends tout à fait ta position en plus, en tant que femme, c'est validé, enfin, ouais, si, en tant que femme, c'est validé, ouais, ce qui est bien ou pas. Ouais, non, ça m'aurait mis mal à l'aise aussi. Ouais, Par contre, de son côté, Clément, il a écouté des podcasts comme, je sais pas si tu connais, Les couilles sur la table. oui, génial. Donc voilà. Ouais, donc il en a écouté plusieurs, mais à un moment, il me dit effectivement qu'il s'est senti agressé. Il a eu l'impression qu'en tant qu'homme, il était par essence coupable. Ouais, Ouais, c'était mais un peu à ça. ce moment-là, enfin, quand tu te sens coupable, enfin, quand la culpabilité, elle vient souligner quelque chose. En Mhm. général, quand on se sent coupable, c'est qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû ou qu'on n'a pas fait quelque chose qu'on aurait dû. Donc moi, j'ai envie de dire pourquoi il se sent coupable? Pourquoi il ressent cette culpabilité? Est-ce que c'est de la culpabilité mal placée? Ou est-ce que, bah, au final, il y a peut-être un truc, au fond qui le dérange et que, Bah, sur le consentement, moi je sais qu'en fait, c'est peut-être depuis que je lui parle de consentement ouais? qui bug un peu. Parce que, alors ouais, c'était ça ce dont on parlait l'autre jour. Il y avait ce côté, moi, le consentement, ça a été une révolution. En fait, le moment où j'ai réalisé, enfin, je me souviens, c'était dans ma rue, il y avait un truc placardé avec écrit céder n'est pas consentir. Et Mmh. je me suis dit, mais incroyable en fait, tout ça. Et qu'en fait, jusqu'ici, c'était jamais venu. Et en parlant avec pas mal de femmes, elles me disaient que ouais, il y avait ce côté. Enfin, moi, je sais que j'ai des conversations avec des copines avec le oh là là, il faut que j'y aille là parce que sinon il va me gonfler encore. Et il y a ce côté, bon bah. Et en fait, on le dit avec un tel naturel que je trouve ça finalement, bah oui, je me suis vachement interrogée en fait et te dire, mais attends, et c'est là où je me dis, oui, il y a un problème parce que lui, de son côté, il a une femme qui va arriver et qui va pas dire OK en fait, qui Mmh. va accepter automatiquement. Qui va accepter, qui va se dire, bon, allez, je peux bien faire un effort. Voilà, c'est un Ouais, mais peu ça qui est revenu. ça, tu vas le retrouver aussi en sexualité. Enfin, moi, j'ai plusieurs de mes clientes qui, en coaching, quand on en vient à parler de la relation qu'elles ont avec leur compagnon, et qu'on parle pas tout le temps de sexualité, mais parfois ça arrive et sur le moment, elles vont me dire: «Bah, ouais, bon, ça voilà, j'ai couché avec parce qu'en gros, ça le fait patienter ou ça le» enfin, mais non, en fait, tu dois avoir une relation, tu dois avoir, une intimité ou une sexualité parce que tu as envie de le faire et pas Mhm. parce que, l'autre a envie et qu'il va te foutre la paix. Mais et justement, et c'était ça, c'était le fait que je me dise, bah, des fois, il y en a qui vont me dire, oh là là, elle était bouillante et tout, voilà, j'ai pas pu suivre, là, j'en pouvais plus. Donc, ils savent que au XXIe siècle, ils ont bien conscience qu'une femme a du désir aussi. Et donc, en fait, lui, là, Je sais pas ça. Je sais pas ouais. si tout le monde a conscience qu'une femme a du désir. En revanche, la question de devoir, elle est vachement ancrée, quoi. Tout à fait. Et Ouais, c'est pour ça et là, lui, le malaise, je pense que c'est de dire, il a jamais eu l'impression de me forcer. Et puis alors moi, en fait, j'ai pas non plus l'impression de me dire, vas-y, ferme les yeux, attends que ça passe ou quoi que ce soit. Tu vois, je me suis ouais. jamais retrouvée dans cette position. Mais le fait, lui, d'entendre que, en fait, bah, le jour, je lui ai dit, je lui ai fait, mais tu sais, c'est comme les enfants, en fait. T'as bien remarqué que quand ils demandent 50 fois à regarder la télé, à la 50e fois, tu dis, bon, allez, OK. Et donc, je lui dis, tu le vois que si tu poses plein de fois la question, je finirai par dire oui, en fait, c'est insiste juste. Mais du coup, il n'a pas du tout cette impression de contrainte que j'avais pas non plus du tout. Et donc maintenant, c'est vrai que je vais lui dire, bah regarde, là, tu vois, là, t'insistes trop, tu sais où ça va arriver, donc arrête d'insister. Et du coup, là, d'un seul coup, pour lui, ça passe directement en je suis un violeur alors. Tu es en train de me dire que toutes ces années ou quoi que ce soit. Donc, il le vit assez mal parce que ça a une image d'ultra-violence. Mmh. Alors qu'en fait, il n'avait pas conscience du fait que Ouais, mais bien sûr. insister. Ça me fait penser
aux violences éducatives, même pas les ordinaires, mais moi, je me souviens d'une discussion avec, mes parents où, c'était la première fois où, ma grande, elle allait chez ses grands-parents en quelques jours et j'avais ouvert une porte avec mon père et en lui disant: «Écoute, moi, je ne tape pas. Mmh. Je fais pas de fessées, je fais pas de claques, j'attrape pas par le bras, je ne punis pas, je c'est pas la fête chez moi. J'ai une éducation, bienveillante et elle est bienveillante parce que je veux pas qu'elle soit malveillante et Mmh. pas parce que je veux être, à la mode ou que je veux avoir un enfant roi. Pas du tout, il y a un cadre, des limites, enfin, il y a tout ce qu'il faut à la maison, mais je ne veux pas qu'on tape, quoi». Et là, j'avais eu ce côté, déni. «Mais pourquoi tu me dis ça?» Il m'avait dit: «Mais pourquoi tu me dis ça?» Je fais: «Bah, parce que moi, quand j'étais petite, Mmh. c'était le cas. J'ai eu des fessées, j'ai eu des claques, j'en ai eu beaucoup, enfin et voilà et c'est pas un reproche que je fais, c'est juste que moi, pour mon enfant, je ne peux pas». Mmh. Et mes parents m'avaient dit: «Mais ça va, tu en es pas enfin, tu voilà, tu as quand même réussi à grandir, on n'a pas été des tyrans, on n'a pas été des monstres». Donc encore une fois, je disais: «Mais c'est pas un reproche que je fais, c'est juste que je ne veux pas ça pour mon enfant Mmh. et qu'à l'époque, vous ne saviez pas. Mais maintenant, on sait en fait. Mmh. On sait que, bah, voilà, le consentement, c'est ça. On sait que mettre une fessée, ça provoque un stress immense, de l'humiliation et tout plein d'autres, choses qui peuvent se répercuter à l'âge adulte ou même quand on est enfant et que maintenant on sait en fait. On peut pas faire comme si on savait pas et je pense que le consentement et ben, maintenant, toi, ton mec, il sait en fait. Mmh mh. Il Ouais, sait qu'il ouais, peut ouais. plus faire ça. Donc c'est pas parce qu'avant il l'a fait et que tu vas lui dire que c'est un violeur. Pas du tout. Parce que toi aussi, enfin, tu savais pas et donc du coup, J'y ai vous avez participé. fait mais bien sûr, vous avez Ouais. fait en fonction Mmh des mh. programmes que vous connaissiez en fait, Mmh mh. Ouais. de ce qui était acceptable pour Mmh mh. vous, à vos yeux à vous, aux yeux de la société et mais par contre maintenant il sait et je Mmh pense que c'est mh. ça le décalage. Moi, mes parents, entre la fessée que j'ai eue quand j'étais petite et maintenant avec mes enfants, je pense que ça les a choqués parce qu'ils se disaient: «Mais attends, on n'a pas été des monstres». Mmh mh. Voilà, c'est ça exactement. Tu vois? Et ça, je pense qu'on retrouve dans ce et toi avec ta relation avec ton mari et moi avec ma relation avec mes parents, quoi. Mais bien Ouais. évidemment, ils ne savaient pas. Et alors, à la limite, là, je dirais que la différence, c'est que pour le coup, je me sens si lui se sent peut-être, bourreau, enfin, pense que je Mmh. l'assimile à un Ouais, c'est bourreau intéressant. sur Toi, toutes tu te ces sens pas années légitime. exactement. Alors que Mmh. je pense que par rapport aux violences parents-enfants, là, il y en avait un qui avait vraiment pas de pouvoir. Oui, mais pour autant, maintenant adulte, je me sens pas victime de ça. Ouais, d'accord, OK, ouais, ouais, ouais. Et ça, je l'ai mentionné à mes parents, en leur disant que je leur reprochais rien, Mmh qu'à mh. l'époque, ils faisaient parce que tout le monde faisait ça, en fait. Mais que Ouais. maintenant, ça avait changé et j'ai expliqué pourquoi et blablabli et blablabla. Mais qu'à aucun moment je me sentais victime de ça et que je leur reprochais d'avoir été bourreau, pas du tout. Mmh mh. Ouais. Parce que alors pour le coup, moi, les violences éducatives, tu vois, j'ai vachement d'images de ma mère petite où pour le coup et c'est pour ça que je pratique pas, c'est que, je me souviens de ce sentiment de, bah, je peux rien faire, en fait. Enfin, vraiment, c'est je subis. Ce qui ne Ouais. m'arrive pas dans mon couple du tout. Ce qui m'est jamais arrivé, je me suis dit, «Ah, il me gonfle» ou quoi que ce soit, mais enfin, même pas, tu vois? Dans ces moments-là, je me suis pas sentie, j'ai pas eu ce sentiment de subir, alors qu'enfant, j'ai l'impression. Et puis en plus, enfant, ouais, tu avais aussi pareil là, ouais, si remarque, c'est un peu pareil. Parce que tu avais ce sentiment de, «Oui, mais je l'ai mérité». Ça, c'était quelque chose qui allait toujours. Moi, je sais qu'adulte, j'ai dit: «J'ai pris des baffes, mais je les avais pas volées» et c'est Oui, quelque chose de ouais, oui. d'acquis, quoi. Alors Mmh. ça, je l'ai dit aussi, mais je l'ai dit, quand j'avais pas encore d'enfant. Ouais, pareil. Et quand j'ai eu, mes enfants, où je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas faire ça. Mmh Je mh. Mmh. je peux pas faire ça». Alors qu'avant, j'ai ressorti les mêmes conneries Ouais. ça fait grandir, c'est bon, moi j'ai survécu, une petite claque ça fait pas de mal, Mmh mh. quand ça va un petit peu d'humiliation.
Comment tu veux, apprendre les limites sans ça? Ouais, Mmh mh. exactement et c'est là qu'on parle de Caroline Goldman. Et voilà. Transition. Alors, on en a parlé parce que dans ma newsletter, j'ai, balancé que, France Inter avait mis, en chronique, Caroline Goldman qui est psychanalyste, un mot qui te fait, dresser les cheveux sur la tête à toi. Ouais, Et donc cette chronique a fait l'objet de nombreux signalements de parents, de professionnels et d'associations avec une remise en question de l'éthique de France Inter et il y a la médiatrice de France Inter qui a répondu donc j'invite, les auditeurs à aller, consulter l'article que je mettrai en lien quelque part, je ne sais pas trop où et donc tu as été voir le truc de Caroline Goldman? tout à fait. Là, pour l'instant, j'ai écouté qu'une chronique, ça m'a un petit peu suffi, mais j'ai vu les commentaires. Alors moi, j'en avais entendu parler il y a quelques mois. Je sais pas si elle faisait déjà une chronique ou si elle avait qu'un podcast, mais c'est une maman qui m'en a parlé. Alors mon fils fait énormément de colère. Il a beaucoup de mal à gérer ses émotions. Pour le coup, j'arrive pas trop à l'accompagner là, mais voilà, je lui expliquais comment, je sais pas, je lui expliquais une chose qui s'était passée et elle me dit, il faut que tu écoutes Caroline Goldman et elle explique toutes les dérives qu'il y a liées à l'éducation positive. Ouais. Et donc, dès qu'elle m'a dit ça, moi, j'ai également une belle-sœur qui travaille dans un institut pour les enfants, les adolescents qui font des dépressions, qui ont fait des tentatives de suicide, etc. Et elle m'avait dit, pareil, bah, de toute façon, ceux qu'on voit là, c'est tous ceux qui sont en gros, les victimes de l'éducation bienveillante. Ouais. Et donc, en fait, je me rends compte que toutes ces personnes-là, chaque fois qu'elles parlent d'éducation bienveillante en le critiquant, en fait, elles parlent toujours de l'enfant roi et en fait, la notion de bienveillance, les gens enlèvent complètement, enfin, annihilent complètement le côté éducation. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre que être à l'écoute de son enfant, c'est juste être à l'écoute de son enfant. Et, Ouais. euh, et donc voilà, donc là, bah oui, Caroline Goldman, j'ai regardé tous les commentaires des auditrices de France Inter et c'est exactement les craintes que j'avais avant d'écouter. Et qu'effectivement, ouais, non, c'est vrai que ça semble être un retour en arrière et je me suis dit, je sais pas toi, mais que c'est vraiment un endroit où tu as l'impression, bah, en fait, j'en parlais à quelqu'un ce matin aussi, tu as l'impression qu'on a pris le truc où on voit, c'est dur d'être parent bienveillant, en fait. Ouais. Ça demande énormément de ressources, de temps, etc. Et donc, en fait, là, on te dit, bah, t'y arrives pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est revenir en arrière et puis il faut leur en coller une de temps en temps. Ça remet les idées en place. Mmh. Alors qu'à mon sens, il me semble qu'on pourrait se dire, bon, bah, on a besoin d'écouter l'enfant. L'enfant est une personne en devenir. On va l'écouter. On crée une relation de confiance. En tout cas, ce qu'il a là, c'est pas juste pour nous faire chier, en fait. Et donc, en fait, bah, il faut accorder du temps aux parents, quoi, qui soient pas épuisés. Mais j'ai l'impression qu'on fait un constat ça demande énormément de temps. Bon, bah, en fait, on va supprimer ça et on va oublier tout. Et après tout, ils filaient droit avant les gamins. Ce qui est Ouais, ouais, pas le ouais, cas, ouais, mais. ouais, ouais. Alors ça pose 2 questions, ça la 1re c'est comment attribuer du temps, aux parents? Mhm. Ouais. Et la deuxième j'ai oublié. Ah oui, la deuxième c'est parler des impacts en fait, à l'âge adulte. Parce que enfin, moi ça j'en ai aussi beaucoup parlé avec mes parents en disant parce que ma mère elle me disait: «Oui, c'était mieux avant à l'école, on apprenait le français, les maths et machin et tout». Ouais. Et je lui disais: «OK, c'est vrai qu'à l'école, moi les filles elles sont dans une école, elles sont à l'école, de comment dire? C'est la pédagogie de l'école, nouvelle, donc c'est, comment ça s'appelle? C'est le père Castor qui a fait ça et et en fait, moi, je vois que les filles, elles ont une intelligence émotionnelle, qui est formidable, quoi et je suis capable d'avoir des discussions, hyper, profondes, sur, le sens de la vie, sur qu'est-ce que c'est l'amour, sur, comment communiquer, sur les émotions, sur les besoins, sur les choses que moi j'ai appris à l'âge adulte et que, j'enseigne aussi, avec mes clientes qui ont besoin
pouvoir mieux communiquer avec leurs enfants, pouvoir mieux communiquer avec leur partenaire de vie, avec leurs collègues, avec elles-mêmes déjà, à retrouver, comment savoir quels sont mes besoins, comment subvenir à mes besoins et parler de ce que je ressens par rapport à ça, quoi. Et je vois, enfin, je disais à ma mère, mais je préfère 1000 fois qu'elles acquièrent, parce que j'ai 2 filles, qu'elles acquièrent la compétence de savoir parler à l'autre, savoir dire ce qu'elles ressentent et savoir dire ce dont elles ont besoin, plutôt que de savoir, faire des tables de multiplication, Mmh. en fait. Ouais. C'est des Non. compétences humaines, en fait. On peut apprendre plein de connaissances en théorie, mais en pratique, en fait, tu as besoin de quoi? Quand tu arrives devant ton premier employeur, tu as besoin de parler, en fait. Et je sais pas si c'est ce qu'on attend de nous, hein. C'est ça le truc aussi. C'est que je pense que pareil, on attend qu'on soit conforme. Moi, je sais que ça a vachement bien marché l'école parce que j'étais hyper scolaire. Vachement bien marché. On s'entend que j'ai pas Jusqu'à la fin révolutionné des tout, bras. mais, mais non, ça, je veux dire, j'ai toujours suivi, j'ai toujours réussi parce que il y avait rien qui dépassait en fait. Et ça c'est quelque chose dont moi je sais que mes enfants. Alors j'expliquais. Ma fille l'autre jour revient de colo et je dis à la directrice, ça s'est bien passé. Elle me fait oui oui. Puis elle se tourne vers l'animateur. Elle dit oui alors ça s'est bien passé. Et là il dit bien bien. Par contre il y a un petit problème d'écoute. Et là moi je rigole. Et en fait, je me suis rendu compte dans son regard, c'était un gamin de 17 ans, mais je me suis rendu compte dans son regard que c'était pas la réponse appropriée. Il s'attendait à ce que je fasse une réflexion à ma fille. Alors que moi, je trouve ça, enfin, quand je la vois, elle est pas insolente ni rien. Elle remet tout en question. Elle se pose tu vois, si elle trouve que Les chiens la ne font pas des maîtresse est, chats. comment? Les chiens ne font pas des chats. Mais moi, justement, je l'ai pas fait en grandissant et je trouve ça épatant. Elle a cette capacité à remettre en question ce que l'adulte fait aussi. Et donc, quand elle trouve quelque chose d'injuste, elle est capable de dire qu'elle a trouvé ça injuste et d'argumenter pourquoi elle Alors, trouvait ça injuste. c'est peut-être pas de la façon dans laquelle tu as grandi, mais c'est la façon dont tu es maintenant. Et Oui, elle a pour exemple l'adulte que tu es maintenant. mais je crois que je suis toujours dans le monde du travail. Je suis toujours très conforme, tu vois. Alors là, j'ai une responsable avec qui ça se passe très bien, mais tu vois, je monte pas de rébellion ni rien, quoi. Ouais, moi j'ai Et carrément changé de taf, quoi. ouais, non, non, moi je suis toujours, je fais toujours ce qu'on attend à peu près de moi quand même, en fait, je me rends compte. Et donc je trouve que c'est bien que mes enfants aient cette capacité à se dire quand c'est pas juste, bah tiens, c'est pas juste. Mmh. Et encore une fois, d'argumenter, parce qu'effectivement, c'est ça, j'ai pas des enfants insolents, voilà, mais ils sont capables de rentrer à la maison et de me dire ça s'est pas passé comme il fallait en fait. Ouais, Et tu peux leur dire des fois, bah si, parce que par exemple ma fille effectivement qui papote, il se trouve que souvent elle manque ce qui se passe en classe. Donc voilà, de lui dire il faut un cadre parce que sinon tu peux pas suivre, etc. Mais on peut en discuter. Et voilà. Mais mais sinon, ça me faisait penser aussi à ce que tu disais sur Caroline Goldman. Moi, je trouve que beaucoup de parents, de la même façon que des hommes qui disent mais attends, mais moi, j'ai pas bafoué ton consentement, là, je t'ai pas tenu les mains, j'ai rien fait, enfin voilà. Euh, il y a beaucoup de parents qui se sentent coupables, je trouve, parce que moi, ils sont toujours dans ah bah oui, mais si je suis pas dans l'éducation bienveillante, alors je suis dans l'éducation malveillante. Et en fait, j'ai l'impression que c'est effectivement, on cherche à les déculpabiliser eux, d'en coller une de temps en temps, de pas respecter leurs enfants parce qu'ils n'ont pas le temps et de dire tu mangeras comme je te dis, tu feras ce que je te dis, et c'est ouais, tout. mais en même temps, déculpabiliser pour moi, c'est déresponsabiliser. C'est pour ça que je te disais tout Mhm. à l'heure, la culpabilité, elle est pas là pour rien, en fait. C'est une émotion qui te sert, toutes les émotions sont utiles et la culpabilité, elle te sert comme red flag à te dire: «Il y a un truc à changer, en fait, dans ton comportement». Donc je sais pas si tu te sens coupable, c'est qu'il y a un truc, en fait. Moi, je suis pas arrivée là Ouais, par hasard, je suis passée du: «Ouais, une torgnole, ça fait du bien» à: «C'est hors de question que je touche ma fille». ouais, ouais. Moi, Alors la là, dernière fois, j'étais fatiguée, j'avais pas dormi, ça faisait plusieurs ouais, nuits ouais. que c'était compliqué et que ma fille, elle me tapait sur le système, elle hurlait, elle hurlait, elle hurlait et je l'ai attrapée par les bras, j'ai fait: «Arrête!»
Après, tout de suite après, dans la seconde d'après, j'ai vu son visage et je fais: «Je suis désolée. Je suis Ouais, désolée, j'aurais pas dû, enfin, c'est parce que je suis fatiguée que machin et que truc et que bidule et que mes réservoirs sont à sec et que ouais. j'ai besoin de remplir mes réservoirs. Donc si tu veux bien, je vais aller me reposer». Et je me suis isolée pendant 5 minutes, j'ai réfléchi, j'ai laissé retomber la pression et je suis revenue la voir et on en a discuté. Mais est-ce que c'est une solution de dire, «Bah non, c'est pas grave»? Moi, je le vois avec mes clientes, ça arrive parfois qu'elles me disent: «OK, bah là, je lui ai mis une fessée» ou alors, mais on en parle, en fait, et à aucun moment je vais venir culpabiliser l'autre en disant: «C'est pas bien ce que tu fais», parce que c'est pas à moi de faire ça, j'ai pas à juger qui que ce soit. En revanche, il y a la pédagogie. Expliquer le pourquoi du comment, expliquer l'impact, le que agir comme ça a des conséquences, et quand on sait pourquoi il faut pas boire du café, manger des fast-food tous les jours et puis boire, son coca, et bah, on connaît l'impact, en fait. Une fois qu'on connaît l'impact, on peut choisir de le faire ou pas, et quand tu as le choix de le faire ou pas en fonction de ce qu'on sait quelles conséquences ça aura, c'est là, en fait, qu'on peut se dire: «OK, mon comportement, il est malveillant» ou alors «Mon comportement, il est bienveillant». Ouais, mais je pense vraiment qu'il y a enfin, non, parce que je parlais d'un truc, ça me faisait penser à alors déjà d'une, nous, on a eu une psychologue comme ça, à qui on avait dit, «Bah oui, ça nous est arrivé de craquer, d'hurler et cetera» Mmh mh. et mais qu'en fait après derrière on lui disait: «On est désolé, on a eu un geste violent, on n'aurait pas dû». On explique que c'est jamais justifié, que c'était de la fatigue. Bref, en tout cas, on explique qu'on n'aurait pas dû. Et elle, en fait, elle nous a dit, «Non, mais faut pas faire ça, parce Ah qu'à ouais? un De moment, quoi? D'excuser? c'est genre être faible». Ah merde! Et et tu te dis et alors, voilà et qu'en fait, il y en a qui disent: «Bah non, faut pas montrer à tes enfants que tu peux être faible. Tu dois être un roc». Alors attends, Bah parce qu'ils te le justifient au-delà, ça va même jusqu'à si tu es faible, tu lui nuis parce que à quoi il peut se fier? bah, tu as le droit d'être faible, en fait. Mais complètement. Enfin, Mais en fait, j'ai même pas d'argument face à ces gens-là parce qu'en fait, non. le fait de reconnaître entre guillemets, «ton humanité», mais en fait, oui, du coup, ta vulnérabilité, le fait que tu es fatigué, que tu as un certain rythme et cetera et que, bah, des fois, tu pas au top ou des fois, tu es triste, des fois, tu es fatigué et cetera. Bah, eux, ils estiment que tu pas le roc face Ouais. auquel ton enfant peut se référer, en fait. Bah, j'ai une enfant dans mon entourage, qui a vécu un drame, et cette petite, en fait, elle est persuadée que, pleurer, c'est signe de faiblesse. Mmh. Donc du coup, là où elle devrait être, enfin elle devrait, j'en sais rien, là où elle pourrait laisser, ses émotions sortir, et bah, elle garde tout à l'intérieur. Et il y a un adage qui dit, putain, l'adage, ça me fait tout le temps penser au droit. Pour la petite, anecdote, Stéphanie et moi, on s'est rencontrés à la fac de droit. Voilà, c'est ça fait partie de notre passé, et donc je repars à cet adage, enfin, ou cette phrase qui dit: «Tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime», et c'est totalement vrai, en fait. Toutes les émotions qu'on va pas réussir à exprimer, elles vont s'imprimer dans notre corps, et donc c'est important de les faire sortir. Et moi, je me souviens, enfin, si je me fie par rapport à mon expérience à moi, toutes les émotions que je ne savais pas sortir avant, au moment où elles sortaient beaucoup trop. Mmh. Beaucoup trop fort, n'importe comment, ou alors c'était mon corps qui réagissait. Enfin, les gens qui me disent, «J'en ai plein le dos» ou alors, «J'ai mal au ventre enfin, j'ai tout le temps mal au ventre». Des gens qui ça le truc qui me prend la tête et qui sont des migraineux, enfin, ou migraineuses, enfin, le corps s'exprime si on n'arrive pas à sortir, sortir toutes ces émotions. Donc, je pense que quand on fait, acte de faiblesse et qu'on demande pardon à notre enfant, déjà le pardon, c'est un outil, Ouais. formidable. C'est pas être faible, en fait, c'est être honnête et c'est être courageux de dire que, bah, on n'est pas tout le temps un rocher, en fait. On est des humains, et qu'on n'est pas tout le temps dans le succès, et que les échecs font partie de la vie, et que c'est Bah tout n'est pas linéaire et tout en haut, en fait.
Bah, pour moi, c'est une évidence qu'effectivement, s'ils peuvent observer de la vulnérabilité, ils peuvent se le permettre, en fait. Mais c'était pas la vision de ces personnes-là. Ah, j'ai pas d'argument, mais ça me semble absurde en plus. Enfin, c'est-à-dire que tu es faux aussi avec tes enfants si tu leur caches quelque Ouais, chose, ta vulnérabilité. Mais là, la petite fille aussi, je me dis, c'est parce qu'après, elle peut exprimer sa tristesse autrement, mais le fait de se dire que déjà, enfant, elle n'a pas à être vulnérable, en fait, qu'elle n'a pas à être. Enfin, ouais, parce que vulnérable ou faible, je sais pas si elle entend la même chose, mais en fait, ouais, je trouve que je me dis que c'est vraiment des sociétés hyper individualistes et en fait, tu dois pas céder parce que tu dois pas t'attendre au soutien de personne. ouais. Et voilà, et en fait, tu seras seul, donc tu as intérêt. Tu vois, moi, j'ai souvent mon fils, il a des colères, il pleure beaucoup. Ses émotions, elles sont puissance 10 000. Et c'est vrai que bah, je lui dis enfin, qu'il a le droit d'exprimer ses émotions. Je me suis perdue dans ce que je te disais, mais ouais, en fait, il a le droit, mais aussi, c'est ça, c'est aussi un signal d'alerte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pour Ouais. que tu exprimes ça. Et ouais, non, je me suis complètement perdue. C'est pas grave. On parlait de la vulnérabilité. Moi, je pense que quand tu arrives à identifier où sont tes faiblesses, Mhm, c'est justement une matière à travailler, en fait. C'est là où tu exactement. peux dire: «Bah, OK, là, ben, j'ai, de la colère, j'ai de la tristesse, j'ai machin, je vais les faire sortir. Qu'est-ce qu'elles veulent me dire?» Mhm, Et quand j'arrive à identifier, une faiblesse, bah, comment je peux faire pour être moins faible? C'est comme ça que tu arrives à grandir et à devenir ce fameux rocher. C'est en identifiant les points où c'est un peu bancal et pas en mettant des espèces de pansements, dessus, qui vont péter à l'âge mhm. adulte. Ouais. Ouais, tout à fait. J'ai retrouvé, c'était l'individualisme là-dessus. C'était que mon fils, en lui disant tu peux pleurer, ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte, moi, en grandissant, que souvent, bah, les gens qui sont tristes, ça va gonfler les autres. Mmh, Et qu'en fait, c'était ça, c'est je lui disais, t'as le droit d'être triste. Après, ça doit pas être un état permanent parce que voilà, j'ai peur qu'il s'isole. Mais le truc, c'est que quand tu pleures, si tu as besoin qu'on te console, bah en fait, on t'apprend à pas pleurer pour que mmh, du coup, tu aies besoin de personne, en fait. Et je trouve ça ouais. triste. Ouais, Je non, trouve non, ça- c'est triste, mais c'est un peu, tu vois, ça c'est un peu le lot des mamans et de la maternité. C'est la maman parfaite qui n'est pas faible et qui, se retrouve, toute seule. Mhm. Mais ouais, non, ce que tu dis, en tout cas, ouais, non, moi, je trouve ça hyper intéressant de laisser ces émotions parler. Et en fait, bah ouais, c'est quelque chose. Enfin, ouais, c'est hyper bizarre finalement de devoir toujours réprimer. Alors que justement, encore une fois, c'est t'es en train de le vivre, écoute-le et tu Ouais, verras après ce que t'en de fais. Et tu ça, peux c'est une accompagner super au lieu de force. réprimer, quoi. Mm, mm. Mais pour moi, ouais, non, ça permet de se construire et tu vois, et je trouve que c'est vachement bien ça. Je remarquais que ces dernières années, ça fait une dizaine d'années, je trouve que dans les séries, tu vois beaucoup plus régulièrement des hommes qui pleurent. Et des Ouais, hommes entre guillemets virils en fait si on devait correspondre à une enfin ouais, bref ça c'est encore autre chose standard. mais voilà des hommes des hommes des vrais bonhommes et qui en fait ont une émotion et pleurent et ça les rend pas moins hommes et je trouve ça super et je vois j'en discutais avec ma fille et pour ma fille c'est une évidence qu'un homme peut pleurer et reste un homme en fait enfin elle se pose pas la question c'est tiens Ta il fille, est triste quel âge? elle est en CM2, là, elle va avoir 10 ans à la fin de l'année. OK. Et c'est vrai que voilà, elle se rend compte qu'on a, enfin, elle se pose pas la question. Ouais, c'est ça, elle se rend compte de rien. Elle se pose pas la question. Et donc, je trouve ça vachement bien qu'on laisse cette place et qu'il y ait plus que l'homme, ce gros solide, lui, il pleurera pas et tout, et cette femme, cette douce chose toute faible Mmh. qui elle doit montrer ses émotions et surtout ne pas pleurer. Et ouais, donc il y a quand même une évolution mais bon, du coup, il y a des gens qui nous font revenir en arrière. C'est ça, comme madame, Goldman. Tu m'as parlé que tu faisais des formations, ateliers psychologie non, philosophiques pour les enfants et pour les ados. C'est ça. Là, j'ai commencé. Alors là, je suis que sur la partie théorie. On n'attaque pas encore la pratique. Ce sera fin septembre. En fait, le
en fait, ce qui s'est passé, c'est alors Matthew Lipman, je crois que c'est les années 70, qui avait des élèves qui arrivaient, je sais plus si c'était une grande université ou le MIT, et qu'en fait, ils se rendaient compte que ces étudiants ne savaient pas argumenter. Chose que je ne sais pas particulièrement faire, en fait, non plus, je trouve. On Et n'apprend pas forcément à l'école. voilà, tout On à fait. apprend à apprendre, à avaler des textes, Ça. mais pas forcément à réfléchir sur le pourquoi du comment de la chose. Exactement, et ça nous empêche d'être critiques. Donc justement, là, les ateliers philosophiques, le but est pas d'apprendre la philosophie, mais d'apprendre à philosopher. Et donc, en fait, il y a le questionnement, l'argumentation, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et donc, bah, tu as des enfants qui... Alors, la question, moi, j'avais zappé, doit être philosophique, c'est-à-dire qu'elle doit être universelle. Donc, tu as effectivement les questions du beau, de la justice, etc., qui vont être abordées au travers de thèmes adaptés à chaque âge. Mais, mais dans tout ça, il y a toujours se poser la question d'eux. Et, et en fait, la nana qui anime ça, elle disait justement que c'était ça, elle avait plein de pourquoi, elle, en grandissant. Et qu'en fait, il n'y avait pas de réponse. Et là, j'ai envie de citer Patrick Bruel. Très bien. Non, mais c'est ça, c'est te pose pas trop de questions. Et tu sais, c'est la vie qui te répond. Et donc, et donc voilà, et qu'en fait, bah non, on tait toutes ces questions que tu as, toute cette curiosité que tu as naturellement. En fait, on te dit tu verras plus grand. Moi, je sais que je l'ai entendu un paquet de fois. Alors après, il y a des choses effectivement qui se voient plus grand, mais il y a toute une curiosité et ensuite, ce qui est vrai, ouais, c'est vraiment intéressant, ça, le fait de pouvoir argumenter et de dire. Alors à chaque fois, elle insiste sur le fait que c'est pas toutes les opinions sont valables. C'est qu'en fait, si tu peux argumenter, si tu peux construire ton raisonnement, alors c'est certainement valable ce que tu dis. C'est possible. Quelqu'un aura un autre raisonnement qui amènera à autre chose. Mais juste une sensation ou juste, bah oui, parce que c'est pas bien, c'est insuffisant. Mais, mais c'est vraiment, c'est aider les enfants à penser par eux-mêmes et en fait, alors c'est vrai qu'on en parlait, je lui disais, bah, effectivement, avec des adultes, c'est pas la même parce que on a toutes nos certitudes qu'ont peut-être moins les enfants. Et enfin, qu'ont certainement moins les enfants. Et donc voilà, donc ouais, pour l'instant, c'est hyper intéressant et je sais pas ce que ça va donner, mais ça m'a donné envie. Mmh. Bah, super intéressant. Hem, alors, on avait, parlé de ma mère. Après la newsletter où, je disais enfin, j'ai lu un bouquin qui s'appelle, La femme gelée, de d'Annie Ernaux et c'est un livre qui date de 1987 et qui dépeint, l'identité d'une femme qui est façonnée selon les normes sociales et les attentes, culturelles. Et ça met en lumière la pression qui est exercée sur, les femmes pour se conformer au rôle traditionnel de mère, d'épouse, de femme, au foyer et même si moi je suis née en 1984 et que je suis devenue maman, il y a 8 ans exactement, aujourd'hui, vu que c'est l'anniversaire de ma fille demain, hem et bah, j'ai l'impression d'avoir lu mon témoignage, en fait. Ouais. C'était assez fou. Donc je vais citer, quelques passages. Il y a, «Pourquoi de nous 2?» donc elle parle d'elle et de son mari. «Suis-je la seule à devoir tâtonner? Combien de temps un poulet? Est-ce qu'on enlève les pépins d'un concombre? La seule à me plonger dans un livre de cuisine, à éplucher les carottes, laver la vaisselle en récompense du dîner et pendant qu'il» donc là elle parle de son mari «bossera son droit institutionnel. Au nom de quelle supériorité? Je ne veux pas être une emmerdeuse. Est-ce que c'est vraiment important? Tout faire capoter, le rire, l'entente, pour des histoires de patates à éplucher, ces bagatelles relèvent-elles du problème de liberté?» Je me suis mise à douter. Pire, j'ai pensé que j'étais une flemmarde. Autre, passage. «Comment elles sont les filles mariées, celles qui, même, ont un enfant? Quelle pudeur et quel mystère! Pas commode, elles disent seulement, mais avec un air de fierté, comme si c'était glorieux d'être submergées d'occupation.» Ça, moi, je l'ai beaucoup, dans,
mon expérience, mon vécu à moi et de la part de toutes les mamans que je fréquente, que ce soit à l'école, dans mes accompagnements ou dans mes amis, enfin bref, toutes les mamans, c'est être submergée d'occupations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a pas de vide, en fait. Tout est, pris, l'emploi du temps est pris, pour les autres, Mmh. par les autres et ça, on le voit bien pendant la rentrée où les parents ont passé, H24 avec leurs enfants quand, ils ont eu la chance de partir en vacances, mais c'était les vacances de la famille ou des enfants, mais pas forcément la vacances des parents et encore moins celle de la mère et donc la mère revient, faire sa rentrée complètement éclatée et on voit tout plein de posts sur les réseaux sociaux en ce moment, de mamans qui disent, «Ça y est, c'est la rentrée, oh là là, je vais être triste». Ils mettent l'enfant à l'école et tu les vois, sauter de joie, juste après. Bon, moi ça me parle énormément. Donc là, ça c'est un récit, la femme gelée, c'est un récit qui est, clairement féminisme. Donc oui, on disait tout à l'heure, féministe, c'est pas un gros mot, hein, ça veut simplement dire qu'on respecte le droit des femmes et si on n'est pas pour, bah, c'est qu'on est contre et donc voilà, ça c'est un récit qui examine les défis auxquels les femmes sont confrontées dans cette société qui est, patriarcale. Il y a des améliorations, mais it's not enough. C'est vraiment pas assez, vraiment pas assez. Donc ce bouquin, il encourage la réflexion sur la façon dont les femmes peuvent se libérer des attentes de la société, des attentes de la famille, des attentes de son entourage, de ses propres attentes en fonction des critères qu'on a pu se coller sur le rôle de maman. Donc forcément, ça m'a parlé et je me suis demandé ce que ma mère, en penserait si elle lisait ce bouquin. Donc je vais peut-être, lui donner ou pas, j'en sais rien. Je vais d'abord lui en parler et si, en fonction de sa réaction, je lui proposerai de le lire et je verrai bien. Et donc ça t'a fait réagir et là, tu m'as parlé de ta maman à Ouais. toi. Bah, il y avait le côté, juste sur, tu disais, là, il y avait le submergé, fierté d'être submergé. Tu vois, je trouve il y a ce côté vachement, moi, je sais qu'il y en a, c'est ta valeur, en fait, tu vois, la valeur travail, la valeur j'en chie. Et voilà, et le côté, c'est super dur, mais c'est ça être une maman, quoi, en fait. Je trouve que ça reste, le côté, c'est positif. Et si tu élèves bien tes enfants, eh ben, ils font des activités chacun à un coin de la ville et du coup, tu es taxi tout le temps et voilà. Et sinon, bah, sinon, quel parent t'es, quoi? T'éduques comment? Donc, ouais, il y avait ça et ça m'a, ça m'a marqué aussi en lisant ta newsletter. Et je sais que j'ai une copine qui me disait sa sœur est comme ça, à toujours, toujours dire qu'elle galère, que c'est vraiment très très dur, mais à continuer à faire des petits plats qui lui prennent 6 heures pour faire un goûter, etc. Mais c'est donc une bonne mère, puisqu'elle en fait énormément. Et il y avait cette valeur travail encore, en fait, Cette finalement. valeur travail, cette valeur je fais, en fait. Je Ouais, suis ouais, parce que je fais. Et exactement. on peut juste, être, en fait, une Ouais. bonne mère et en fonction de la bonne mère qu'on est, bah, faire des choses comme, passer du temps avec son enfant. Moi, sur le truc des activités, je suis loin de surcharger mon emploi du temps et que ça soit, au cours de l'année ou pendant les vacances parce qu'en fait, je préfère être plutôt que faire et donc je laisse vraiment des plages, horaires, libres et donc parfois le matin, quand le mercredi arrive et qu'il y a pas école et on se lève le matin toutes les 3 et on se dit: «OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce qui ferait plaisir là, maintenant?» C'est exactement, ouais, 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 ouais. Mais oui, enfin, être occupé tout le temps, tu vois, j'ai l'image du petit bonhomme qui court dans tous les sens et qui a toujours quelque chose Oui, à faire. Moi, je vois, c'est le nombre d'activités que font les enfants.
Et je sais que ma fille a envie de faire plein de choses, mais en fait, elle fait déjà du cirque. Et là, elle allait faire peut-être du solfège, et puis elle voulait peut-être faire du théâtre. Et en fait, à un moment, tu te dis, mais tu te reposes quand, en fait? Et tu fais que des choses, mais ouais, mécaniquement aussi. Bref, je Oui. me dis que c'est pas Mais tu j'ai t'épanouis. écrit un article l'autre jour sur la créativité et donc je disais que pour être créatif, il faut de l'espace. Il faut Ouais, laisser, faut laisser du vide pour pouvoir, le remplir et ouais. dans l'emploi du temps, des mamans et encore, plus, c'est encore plus flagrant pendant la rentrée, il y a pas d'espace, de vide. Il y a rien et ça me questionne sur le fait que quand tu remplis tout, bah, ça t'évite de penser à toi aussi. Mais penser à Ouais. toi, pas forcément être, c'est pas forcément dans le sens, égoïste et dans le sens, négatif qu'on peut mettre sur ce mot égoïsme, mais juste réfléchir en fait à ce que tu veux vraiment. C'est toujours plus facile de s'occuper des autres que de s'occuper de soi-même. C'est plus difficile de se dire: «OK, en fait, j'ai besoin de quoi là?» «Ah bah ouais, bah effectivement, je suis méga fatiguée». Plutôt que de se dire: «OK, je vais prendre un café et puis je vais aller m'occuper de mes enfants». Et ben justement, parce que c'était ça quand on en a parlé une fois, je te disais consentement. Moi, j'ai expliqué à mon mari, il me disait ouais, mais tu vois, t'as jamais de temps pour moi, etc. Et qu'en fait, je lui ai dit, mais attends, déjà, enfin, peut-être t'as le boulot, les enfants, et je lui ai dit, mais avant de penser à nous, je dois penser à moi. Et Mmh. qu'en fait, c'était un passage inévitable que je peux pas. C'est-à-dire que lui me demandait de penser à tout le monde, puis à nous. S'il y a de Ouais. la place, on verra pour moi, mais c'est le nous, il se conçoit qu'à travers le moi, en fait, aussi, comme Mmh. lui, à travers le moi de lui. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi une chose dont j'ai pris conscience. Et donc, ça revient à ce que tu disais par rapport à ta mère et au roman, est-ce qu'elle pourrait en penser? Et, euh, et je me disais, bah, moi, voilà, toujours sur cette question de consentement, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas choquée. Et en fait, d'en entendre parler, je me suis dit, ah, mais tiens, on pouvait l'aborder sous ce prisme finalement, un peu de se dire, ah, tiens, il y a peut-être un souci. Et en fait, d'en prendre conscience, bah, effectivement, ça me fait pas me dire, j'ai été victime toutes ces années, c'est un bourreau, mais juste me dire, ah, bah, tiens, on pourrait envisager les choses différemment. À Et, partir de maintenant. Mmh. Et en fait, bah, c'était par rapport à nos mères, moi. Donc, oui, ce que je te disais, c'est que ma mère, c'est une femme. Alors, je me souviens qu'en fait, sa mère avait une petite entreprise de prêt-à-porter. Enfin, bah, du coup, elle avait créé une structure pour pouvoir avoir des gens qui travaillaient aussi avec elle. Et en fait, un jour, elle a eu besoin d'un prêt et mon grand-père a dit non. Et du coup, elle l'a pas eu. Et c'est toujours resté, c'était une histoire, moi, dans ma vie. Donc lui, il n'était pas du tout, lui, il était employé à la RATP, donc il avait aucun rapport avec le prêt-à-porter, mais la décision de oui ou non, alors que c'était pas son domaine, eh ben, c'était lui qui la donnait. Et donc ma mère a grandi aussi avec ça. Et en fait, bah, en fait, le pouvoir de l'homme, même quand il n'avait pas de raison d'en avoir, là, pour le coup. Et donc, elle avait vu dans le toujours, je serais pas ce qu'était ma mère. Et par exemple, donc moi, il y avait cet exemple de, elle a pas allaité et elle m'a toujours dit parce que ça la cantonnait à un rôle de mère. Et donc pour elle, il y avait, c'était ça, c'était que il fallait être femme avant toute chose. Donc ça excluait d'être mère, d'être épouse. Et finalement, je pense qu'elle s'est niée parce qu'elle a tellement été dans cette vision de je dois être ultra indépendante, etc., qu'elle s'est éloignée de ses émotions aussi. Je pense qu'elle avait envie d'être cette mère aimante et tout, mais qu'en fait, eh ben non, parce que ça l'aurait cantonnée à un rôle de mère. Et donc, alors j'ai plus ma mère, mais je me dis, ouais, c'est vraiment une conversation que j'aurais aimé avoir avec elle parce que je suis certaine qu'elle se serait dit, mais mince, quoi, j'étais dans un monde binaire, quoi, en fait. Je suis mère ou je suis femme. Et il y avait que ça. En fait, on est tout à la fois. Ouais, mais peut-être qu'elle était dans la réaction. Elle Mhm, tout à réagissait fait. Oui, 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 oui. à son propre vécu, alors que si elle avait été peut-être dans l'action, elle aurait pu choisir d'être les 2. Ouais. Bah, encore, moi, ça revient toujours à ça. C'est en fait, si tu t'écoutes toi,
elle aurait écouté juste ses envies. Si elle avait envie d'être avec ses enfants, elle aurait été avec ses enfants. Mmh. Si elle avait envie de sortir, elle aurait pu sortir. Enfin, si elle avait eu le temps, etc. Mais de se dire de quoi j'ai envie et qu'en fait, ça, moi, ça me semble, mes enfants, c'est ce que je leur dis toujours, c'est notre but, c'est la quête du bonheur et enfin, on a une quête, c'est le bonheur et donc de toujours s'interroger en termes de qu'est-ce qui me rend heureux. Et donc voilà, et je me dis peut-être que ta mère, tu disais, elle a bossé dur, je suppose qu'elle a tenu le foyer, etc. Et que peut-être tu as l'impression qu'elle s'est niée à ce moment-là. Et donc, justement, sans le regretter, sans réécrire l'histoire, juste se dire, se poser la question du pourquoi. Et ouais, ça peut être vraiment intéressant sans du coup tout remettre en question et qu'elle se dise, mon Dieu, j'aurais pu faire complètement autre chose. Ou voilà. Tu as dit Euh, aussi un truc que moi j'ai trouvé intéressant, c'est, moi je suis tout à la fois, c'est la schizophrénie, c'est pratique c'est et exactement. à la fois ça m'a beaucoup fait rire, à la fois je me suis dit: «Mais non en fait, tu as le droit d'être tout à la fois et on n'est pas forcément schizophrène parce qu'on veut tout». Tout à fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais avant d'avoir ma fille, c'était bizarre. J'ai toujours voulu avoir des enfants, mais je me voyais pas vraiment être mère. Enfin, bizarrement, je veux dire, j'avais des enfants, c'était la suite logique. C'était la suite logique. J'avais un fort besoin de transmission, je pense. Et en fait, le moment où mes yeux se sont posés sur elle, je suis devenue mère. Et c'était vraiment, moi, j'ai senti une vague me submerger comme si tout allait bien maintenant, tout était clair, etc. Et alors, je suis très contente parce que je l'ai vraiment vécu comme ça, donc c'était tant mieux. Euh, mais en fait, avant de l'avoir, je pensais pas que je pouvais être mère. Je pensais que c'était me nier, encore une fois. Et Mmh. donc, c'est vrai que là, maintenant, au quotidien, ouais, non, non, c'est ça, on est plein de choses à la fois, on est des puzzles, quoi. Et effectivement, mère, c'est quelque chose. Et en même temps, bah oui, par exemple, depuis le début de l'année, j'arrête pas de faire, enfin, c'est ma deuxième formation déjà. Et j'en suis pas moins mère, et j'en suis pas moins compagne, et j'en suis pas moins quoi que ce soit. Mais, Ouais, euh, c'est un mais c'est équilibre. vrai, ouais. Comment? C'est un équilibre. C'est un équilibre. Et puis, ouais, j'ai vraiment l'impression de me construire. Et par contre, j'ai l'impression de toujours me construire. Et je trouve ça super bien. Et encore une fois, c'est vrai que pour moi, mes enfants, ça a remis plein de choses en question et notamment de où est-ce que je recherchais. Et donc, je trouve ça cool. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je leur dis de mon fils, il veut absolument tout savoir déjà. Et je lui dis, mais quel ennui ta vie alors si tu sais déjà tout. Et donc, ouais, je pense qu'on se construit toute sa vie. Et tant mieux. Et comme on disait, bah, toi, tu t'es reconverti. Et ce côté, bah, finalement, c'est pas quelque chose peut-être que tu aurais fait à 20 ans. Et tant mieux. Enfin, on a un chemin. Et tant qu'à faire, bah, décider de faire quelque chose, peut-être même à 50 ans, etc. Eh ben oui, pourquoi pas. Ouais. Et ça peut être, si on veut, juste, entre guillemets, être grand-parent. À 50 ans, c'est peut-être un poil jeune, mais à peu près, si ça arrive, enfin voilà, on a plein de choses encore qu'on soupçonne pas. Et tant que tu les subis pas, ces rôles, en fait, ouais, c'est peut-être ça aussi. J'ai pas l'impression de le subir, être mère, en fait. Bah, tu le subis pas si tu as cet équilibre-là. Ouais, c'est ça. Si c'est déséquilibré, tu peux être amené à le subir et à remplir encore plus ton agenda parce que tu as pas envie d'y réfléchir non plus. Et je pense que c'est la vision que Enfin, les pas gens ont forcément l'envie, mais de... parce que c'est trop difficile d'y réfléchir. Ça Ouais. demande vraiment, du courage et là, on repart aussi un peu dans notre posture de privilégié où, Mhm. on apprend aussi, d'y réfléchir. Ouais. Mais tu Qu'on vois, soit juste... pas dans le mode survie Ouais. où là, Mais il te faut un toit et à bouffer dans ton assiette et dans ces cas-là, ça passe, c'est relégué au second plan, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je pense que c'est l'image que les gens ont de l'éducation bienveillante, c'est que c'est un sacrifice. Alors que non, je trouve que C'est un c'est choix. écouter son enfant et ouais, et puis c'est hyper intéressant de les voir évoluer, quoi, en fait. Et voilà, mais ouais, on est tout ce chemin, tout ce puzzle et tout. Yes. C'est cool. Merci, merci, merci pour, cet échange.
Voilà, cet épisode de Maman se rebelle est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre écoute et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez que Maman se rebelle aborde pour les prochains épisodes. Et pour cela, dites-le moi en commentaire sous le podcast ou sur les réseaux sociaux aussi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.